Alors là, quand même, est-ce que, Jean-Christophe, dans ce contexte-là, tu aurais retenu l'indication de surveillance active? Très honnêtement, non. Parce que, alors certes, c'est une patiente qui a 61 ans, qui avait comme comorbidité un antécédent de sclérose en plaques et de maladie de Crohn. Mais preuve en était que sa CEP était connue depuis, je crois, plus de 20 ans, non évolutive. Donc ça n'aurait pas été ma première option de choix, non. D'accord. Et donc les options qui nous restent sont représentées par la thermoablation ou la chirurgie. On va discuter d'abord de la thermoablation. Luc, est-ce que dans ce cas présent, on pourrait proposer la thermoablation? Alors, je pense qu'on pourrait lui proposer sur le plan technique une thermoablation. Donc, je vais parler de la thermoablation percutanée, parce que c'est celle qu'on réalise en radiologie. Donc, ça se fait sous sédation ou de manière plus confortable sous anesthésie générale, parce que notamment la radiofréquence, ça peut être un peu douloureux au moment où on chauffe la lésion. Donc, on fait ça sous guidage échographique, lorsque la lésion est visible en échographie, mais on y adjoint toujours le scanner pour bien repérer les organes avoisinants, notamment le tube digestif. Les équipes qui font de la cryothérapie utilisent également le guidage IRM, mais ça nécessite une logistique plus lourde, et notamment d'avoir du matériel compatible IRM. Alors on a deux modalités principales de thermoablation. La plus utilisée, la plus robuste, c'est la radiofréquence. Donc on utilise une aiguille, qu'on voit ici sur cet exemple, et puis au bout de l'aiguille, il y a une électrode. Cette électrode, on la connecte à un générateur d'un courant alternatif. Ce courant, il va créer un échauffement local au bout de l'électrode du fait de la résistance des tissus. On atteint des températures de 60-100 degrés, donc ça donne une nécrose tumorale immédiate. La deuxième technique, c'est la cryothérapie. Donc ça permet d'obtenir des volumes d'ablation supérieurs, mais c'est une logistique plus lourde parce que ça nécessite de mettre en place plusieurs aiguilles. Il faut avoir des bouteilles d'hélium et d'argon liquide. Ça crée toute une logistique spécifique. Et puis, ça a un coût beaucoup plus élevé. Donc l'avantage des volumes d'ablation supérieurs, et on contrôle bien le volume d'ablation en cryothérapie parce que la boule de glace qui se fait autour des aiguilles, elle est bien visible à la fois en scanner et en IRM. Notre lésion, elle fait 35 mm de grand axe, 30 mm de petit axe. Donc on va dire que c'est la taille à peu près limite, 35 mm, pour la radiofréquence, parce que suivant les constructeurs, le volume d'ablation maximal, c'est 35-40 mm. Donc si on tient compte des petites marges d'erreur, on se limitera aux tumeurs de moins de 3,5-4 cm en radiofréquence. Avec la cryothérapie, on peut avoir des volumes d'ablation supérieurs en une séance, mais on sait qu'il y aura un risque de reliquat plus élevé et que ce reliquat, il augmente de manière proportionnelle avec la taille de la tumeur, le risque de reliquat. Donc ça veut dire quand même qu'entre 3 et 4 cm, il vaut mieux favoriser la cryothérapie. Ouais, voilà, c'est 3,5-4 cm. Les études montrent à partir de 3,6 cm qu'avec la radiofréquence, on a plus de risque de reliquat. Donc la deuxième caractéristique qu'on aime bien sur les tumeurs rénales en thermoablation, c'est le caractère exophytique. Alors d'une part parce qu'on a moins de risque de morbidité sur les cavités du rein, et puis d'autre part parce que la graisse qui est autour du rein, elle a un effet isolant, et donc on a une meilleure efficacité de la radiofréquence ou de la cryothérapie sur la lésion. Alors comme toute intervention invasive, les troubles de l'hémostase, c'est une contre-indication. La présence d'un pacemaker, c'est une contre-indication pour la radiofréquence, mais pas pour la cryothérapie. Et puis, une contre-indication relative, c'est la proximité de la tumeur avec les structures digestives, principalement le côlon. C'est relatif parce qu'on a des techniques pour éloigner en imagerie le tube digestif. La principale, c'est de mettre une aiguille entre la tumeur et le tube digestif et d'injecter soit du sérum glucosé, soit du CO2. C'est l'hydrodissection, la dissection. La carbodissection, donc ça va créer un effet d'isolement de la lésion par rapport au tube digestif. Donc on voit que les indications de thermoablation, elles recouvrent celles de néphrectomie partielle, et pour l'instant, on les réserve aux patients avec un risque opératoire élevé ou les patients chez qui la préservation néphronique est une priorité. On a vu les indications, les résultats maintenant. Les résultats, voilà. Donc, il y a quelques articles qui remettent un petit peu en cause le dogme de réserver ça aux patients non opérables. Cette première, elle est parue dans European Urology en 2015. C'est une étude de la Mayo Clinic sur une cohorte de 1800 patients qui avaient été traités d'une petite masse rénale solide, soit par néphrectomie partielle, soit par thermoablation. Donc, les auteurs montrent qu'il y avait une meilleure survie globale chez les patients traités par néphrectomie partielle,
Mais ils attribuent cette différence à un biais de sélection, parce que les patients qui ont eu une néphrectomie partielle étaient des patients en meilleur état général que les patients ayant eu une thermoablation. Et lorsque l'on s'intéresse à la survie sans métastase, on voit que les résultats étaient similaires entre la cryothérapie et la néphrectomie partielle, et un petit peu moins bons avec la radiofréquence. D'accord. Il m'appartient de pondérer un petit peu ça quand même. C'est effectivement une publication qui a fait date, mais les groupes de radiofréquence et de cryothérapie étaient d'abord beaucoup plus limités que celui de la néphrectomie partielle, et il y avait un recul bien moins important que dans le groupe néphrectomie partielle. Mais quand même, ce sont des courbes qui interpellent. On a une deuxième étude, alors plutôt une méta-analyse, qui elle était parue dans une revue de radiologie, qui tendait également à montrer que la survie sans récidive était similaire entre les patients traités par néphrectomie partielle et ceux traités par thermoablation. Alors l'inconvénient de la thermoablation, c'est qu'il y a un risque de reliquat lésionnel après avoir fait un premier traitement, en particulier sur les tumeurs volumineuses. On parlait tout à l'heure de plus de 3, 5, 4 cm. Donc avec la thermoablation, il y aura souvent besoin de faire des traitements répétés. En revanche, les complications majeures sont un peu moins fréquentes avec la thermoablation. Et il y a une tendance à une meilleure préservation de la fonction rénale, puisque entre la néphrectomie partielle et la thermoablation, il y avait une perte d'environ 15 points de clairance supplémentaire avec la néphrectomie partielle par rapport à la thermoablation. Alors ça, si on peut résumer ça, hein, globalement, la survie semble être la même, sous réserve d'une sélection de patients différentes, mais alors, certes, oui, la morbidité est clairement moins importante pour les thermoablations, mais il y a des articles récents, là encore rétrospectifs, des études rétrospectives sur rein unique qui sont parus, comparant la chirurgie à la thermoablation, qui diraient que sur le plan de la fonction rénale, la différence n'est pas aussi importante qu'on ne l'imaginait. Ça dépend de la population. Oui, d'accord. Population sélectionnée toujours. Pour conclure, ça c'est les toutes dernières recommandations et de l'EAU et de 2016. Encore une fois, on est avec des publications qui sont de faible niveau de preuve, avec des petites populations et un suivi assez limité, et des populations qui ont été sélectionnées. Donc c'est pour ça qu'on concluait que la radiofréquence et la cryothérapie pouvaient être proposées aux patients âgés avec des comorbidités, mais quand même, ça fait longtemps maintenant qu'on utilise ces techniques, et on n'est plus dans la phase d'expérimentation. Et là, il ne faut pas hésiter à proposer ces thermoablations quand on pense que l'indication est bonne, c'est-à-dire si on n'a pas envie d'opérer les patients parce qu'on se dit que ça va être compliqué. Alors finalement, comme les chirurgiens sont en majorité, on a décidé de faire une néphrectomie partielle. Idir va nous dire pourquoi. Pourquoi finalement, chez cette dame, c'est la néphrectomie partielle qu'on a retenue. Karim, j'ai envie de te dire, le premier objectif assigné à un traitement donné, là en l'occurrence la néphrectomie partielle, c'est est-ce que la néphrectomie partielle va guérir cette patiente? La réponse, sous-entendu, est-ce que la néphrectomie partielle remplit son objectif oncologique? La réponse est oui, puisque les résultats oncologiques, là, ce sont des séries anciennes qui montrent une survie supérieure à 95%, voire même 100% dans certains cas. La néphrectomie partielle, non seulement dans l'absolu, elle guérit le patient, mais elle fait aussi bien que la néphrectomie totale, qui est quand même un traitement radical. À la différence de la néphrectomie totale, la néphrectomie partielle peut avoir des objectifs fonctionnels que ne peut pas avoir la totale. Ceci est une méta-analyse qui a regroupé 36 études, certes rétrospectives, qui montrent toutes, qui vont toutes dans le même sens, plus de 40 000 patients, qui a un objectif de réduction de l'insuffisance rénale sévère chez les patients qui ont une néphrectomie partielle et la réduction de la comorbidité liée notamment à la comorbidité cardiovasculaire. Donc, juste pour le mentionner, hein, c'est également ce qui est retrouvé dans cette étude à large effectif avec 10 ans de survie chez les patients qui ont des petites masses rénales, voire même des petites masses rénales classées PT1B. Les résultats fonctionnels sont également retrouvés sur l'étude prospective de l'ERTC, sur laquelle on ne va pas revenir ici, mais qui a prouvé quand même une supériorité de la néphrectomie partielle sur les résultats par rapport à la néphrectomie totale. La néphrectomie partielle, c'est le traitement qu'on retient parce que ça guérit une grande majorité de patients et ça préserve au mieux la fonction rénale. Maintenant, la néphrectomie partielle, malgré les progrès de la chirurgie, des techniques,
ça reste une intervention avec une morbidité significative. Alors, à quelles complications on peut s'attendre et est-ce qu'on peut les prévoir? Pour prévoir ces complications ou pour imaginer comment peut se passer la néphrectomie partielle, le premier paramètre, c'est la complexité tumorale. Et on a choisi de vous parler uniquement du score le plus utilisé, qui est le renal score. Alors, Luc, comment calculer ce renal score? C'est un score qui a l'avantage d'être simple à calculer. C'est un acronyme, donc chaque lettre correspond à un item qu'on va apprécier dans cette classification. Donc la première lettre, c'est R pour radius, pour la taille de la lésion, suivant qu'elle fasse moins de 4 cm, entre 4 et 7 ou plus de 7 cm. Le deuxième élément, c'est le caractère endophytique ou exophytique de la lésion. Lorsqu'elle est majoritairement exophytique, c'est plus facile à traiter que lorsqu'elle est endophytique, bien sûr. Le troisième critère, c'est la proximité de la lésion avec le sinus du rein et donc avec les cavités. Le quatrième critère, c'est la localisation antérieure ou postérieure de la lésion. Alors ça n'augmente pas le score rénal, mais c'est un élément qu'on précise parce que ça modifie la voie d'abord. Et le dernier critère, c'est la localisation dans le plan crânio-caudal de la lésion, selon qu'elle soit polaire, plus facile à traiter, ou centro-rénal. Donc chacun des items R, E, N et L est coté de 1 à 3, et donc on a un score qui va de 4 à 12. 4, ce sont les lésions les plus simples, et 12 les plus complexes. D'accord. Alors ça, c'est un score qui a été décrit par l'équipe de Fox Chase Cancer Center à Philadelphie il y a déjà quelques années. Et ils ont dit dans leur publication initiale que ce score était fortement associé à la morbidité. Idir ? Malheureusement, ce score, effectivement, n'a pas pu être reproduit dans d'autres équipes en termes de complications. Ce qu'il faut également dire, c'est qu'il n'y a pas que la morphologie de la tumeur qui détermine les complications. Les trois éléments importants, c'est, comme on l'a dit, c'est la tumeur. Il y a aussi l'environnement tumoral, sur lequel on va répondre plus tard, mais surtout le patient chez qui ça survient. Et le terrain du patient est un élément important pour prédire la complicité. Ce n'est pas pareil lorsqu'on opère un patient âgé qui a déjà d'autres comorbidités et la façon dont on fait la chirurgie. Là, il y a un troisième élément en dehors de la tumeur et du patient qui intervient. On ne va pas rentrer dans les détails, mais le chirurgien est un élément important dans la survenue des complications. Et comme tout geste chirurgical, le centre d'experts ou le chirurgien à haut volume fait mieux qu'un chirurgien qui fait des néphrectomies partielles moins souvent. D'accord, mais quand même, là, les messages qu'on peut faire passer, c'est que si l'équipe initiale avait dit que la complexité tumorale était un facteur important de complications post-opératoires, ça n'a pas forcément été confirmé par d'autres équipes. En revanche, beaucoup de publications récentes vont dans le sens que les comorbidités, représentées par l'âge, le score de Charlson, là, sont fortement associées à la survenue de complications post-opératoires. Donc il y a la tumeur qui joue, il y a le patient qui joue bien sûr, et il y a aussi l'environnement de la tumeur. Et quand on parle d'environnement de la tumeur, on parle essentiellement de graisse périrénale. Ceux qui font beaucoup de néphrectomie partielle ont été un jour confrontés à cette graisse périrénale diabolique. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut la prévoir à partir du scanner. Luc, comment ? Oui, on peut la prévoir à partir du scanner, aussi à partir de l'IRM, parce qu'on utilise des critères qui sont reproductibles en scanner en IRM. Donc il y a un score, là encore, qui nous vient de la Mayo Clinic, le MAP score, qui est coté de 0 à 5 sur la probabilité croissante de présence de graisse périrénale. Donc il y a 2 items dans ce score. Le premier, c'est l'épaisseur de la graisse périrénale qu'on mesure en situation postérieure. Si elle est inférieure à 1 cm, il n'y a pas de point. Entre 1 et 2 cm, c'est 1 point. Et au-dessus de 2 cm, 2 points. Le deuxième critère, c'est la présence d'une infiltration de la graisse périrénale, le stranding des anglo-saxons. Donc elle peut être modérée lorsqu'on a uniquement de fines opacités linéaires, comme sur l'image, la deuxième image en exemple, ou elle peut être importante lorsque ces opacités confluent en bandes. Dans ce cas-là, on a un score de 3. Ce MAP score est un prédicteur de ce que l'on peut rencontrer, la graisse périrénale qu'on appelle toxique, lors de l'intervention. Et on vous invite particulièrement à vous méfier de ce stranding, de cette infiltration périrénale, qui survient préférentiellement chez les hommes âgés et obèses. Et donc cette graisse toxique, quand elle est présente, ça augmente considérablement la morbidité de l'intervention
Là encore, vous voyez, ça c'est une étude récente qui montrait qu'elle était associée à un temps opératoire des pertes sanguines plus important, à un risque de conversion aussi plus important. En revanche, elle n'augmente pas, et ça toutes les publications convergent dans ce sens-là, elle n'augmente pas le risque de complications post-opératoires. Elle rend plus difficile l'exérèse de la tumeur, surtout cela. Alors maintenant qu'on a vu ces complications, on a vu que la néphrectomie partielle permettait de préserver au mieux la fonction rénale. Il reste quand même un paramètre important, c'est la durée d'ischémie. Et on voudrait savoir s'il est possible, de diminuer les conséquences de cette ischémie, donc diminuer ce temps d'ischémie pour, on l'espère, préserver au mieux la fonction rénale. Comment peut-on faire ? C'est vrai que cette notion d'ischémie liée aux lésions parfois irréversibles, liée à l'ischémie chaude lors de la néphrectomie partielle, a suscité pas mal de débats et l'objectif est bien sûr de maintenir une ischémie chaude la plus courte possible pour minimiser ces lésions rénales. Dans cette course à la réduction de cette ischémie, on partit d'un clampage total à un clampage sélectif, puis suprasélectif. Il y a même des gens ici qui n'enclampaient pas du tout avec cet article de zéro ischémie, qui est très populaire, très cité, qui a été publié par l'équipe de Gill. Et donc on dit on ne fait pas d'ischémie, parce que c'est ça qui permet de récupérer le mieux. Et quand on dit ça, tout n'est pas possible avec une zéro ischémie. Notamment, on l'a vu, il y a des tumeurs qui sont complexes et qui nécessitent quand même une ischémie. Là, on dit oui, mais si on faisait de l'ischémie, mais qu'on déclampait précocement, donc on fait la rhénographie du lit de la tumeur, puis on déclampe, puis on continue de faire la rhénographie dans un deuxième temps. Là, c'est une étude française, de chez vous d'ailleurs, Karim, multicentrique, et qui dit qu'effectivement, lorsqu'on fait un déclampage précoce, on réduit la durée d'ischémie et on passe de 22 minutes lorsqu'on fait un clampage standard à 16 minutes sans que cela ait une complication, on va dire, post-opératoire importante. La seule question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a vraiment un réel intérêt à passer de 22 à 16 ? Bien sûr, les études de robotique nous montrent qu'on peut. La chirurgie ouverte fait aussi plus court que la célio, mais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à faire cette course, on va dire, jusqu'à zéro, la course à l'ischémie ou à la réduction de l'ischémie ? La durée d'ischémie est-elle vraiment importante ? On peut se poser la question lorsqu'on regarde chez des patients qui sont opérés avec des ischémies réduites, c'est-à-dire inférieures à 25 minutes. C'est une étude qui a été réalisée en Amérique, Cleveland Clinic et la Mayo Clinic, 600 patients, néphrectomie partielle dans 2 centres. On a regardé dans le modèle statistique quels étaient les facteurs prédictifs de la fonction rénale post-opératoire. Et là, sur le modèle, il montre clairement que la durée d'ischémie était un élément significatif, mais c'est un modèle incrémental, progressif. Et lorsqu'on intègre une autre variable qui est le parenchyme rénal sain préservé dans le modèle, tout d'un coup, la durée d'ischémie devient non significative. Ça veut dire que peut-être que la durée d'ischémie, dans une certaine mesure, est moins importante que le volume rénal préservé. Bien sûr, lorsque d'autres équipes ont regardé, en effet, dans les facteurs de risque de la fonction rénale post-opératoire, un facteur prédictif de la fonction rénale post-opératoire, la durée d'ischémie n'est pas ressortie comme un élément très important. Encore une fois, il s'agit bien entendu de parler d'une durée d'ischémie qui dans tous les cas reste inférieure à 25 minutes. On ne parle pas des ischémies longues de 45 ou de 50 minutes. Donc le message doit être clair, ça veut dire que passer de 12 à 16 n'est peut-être pas important, mais passer de 16 à 48, c'est différent. Bien sûr, on est passé de cet éditorial très célèbre qui dit que chaque minute compte lorsqu'on fait un clampage rénal à peut-être chaque minute et chaque gramme de rein sauvé compte également lorsqu'on est affaire à une néphrectomie partielle. Pour corroborer cette théorie du parenchyme rénal préservé et que toutes les insuffisances rénales ne se valent pas, est une étude intéressante pour différencier, en fonction du terrain, l'insuffisance rénale liée à l'ablation des néphrons sains, c'est-à-dire l'insuffisance rénale dite
chirurgicale versus l'insuffisance rénale liée au terrain sur lequel ça survient, à savoir liée au diabète, à l'hypertension artérielle, à la coronaropathie, etc. Donc c'est une étude qui nous vient toujours de la Cleveland Clinic qui a comparé la survie globale de ces patients et il s'avère, après un suivi qui est relativement important, que les patients qui ont une insuffisance rénale liée à des néphrons retirés lors de la partielle faisaient aussi bien en termes de survie globale que les patients qui n'ont pas d'insuffisance rénale. Sous-entendu que si on préserve un néphron, celui-ci va récupérer et il va vivre aussi bien que le néphron qui n'est pas malade et qui n'a pas d'hypertension et de diabète. Donc la morbidité de la chirurgie est très limitée et donc il faut préserver au maximum les néphrons. Donc oui, pour conclure sur la durée d'ischémie lors de néphrectomie partielle, on a pendant longtemps fait la course à l'ischémie en disant que plus l'ischémie serait courte, plus le rein serait préservé. On en est revenu un petit peu. Le message important, c'est qu'il ne faut pas dépasser un certain temps, qui actuellement est établi à 25 minutes, et que l'ischémie serait finalement plus un marqueur indirect du volume de rein retiré et de l'agressivité qu'on a fait subir au parenchyme. Donc, passer de 16 minutes à 12 minutes ou faire des clampages sélectifs en essayant de minimiser complètement toute ischémie rénale, il y a très peu de niveaux de preuve à l'heure actuelle pour penser que ce soit bénéfique. Donc, l'objectif doit rester large, moins de 25 minutes.